faire ici? Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Comment le parti unifié du Rassemblement des Ofotistes pour la démocratie et la paix entrevoit-il son avenir politique à l'horizon 2020? Guillaume Soro peut-il ravir l'électorat de Ouattara dans le nord de la Côte d'Ivoire? Quel bilan des éditions séparées de la Fête de la Liberté 2019 au Front populaire ivoirien? Voici entre autres sujets qui seront développés au cours de ce premier numéro du Presse Club que j'aurai donc l'honneur de co-animer avec Pierre Kwame, rédacteur en chef du site d'information ivoirematin.com qui sera donc avec nous durant ces 26 prochaines minutes pour analyser tous ces sujets brûlants de l'actualité ivoirienne. Pierre Kwame, bonsoir. Bonsoir Adi. Alors, merci d'avoir encore répondu à notre invitation. Tu es toujours là quand on a besoin de toi. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Concernant donc le parti unifié du Rassemblement des Ofotistes pour la démocratie et la paix, le mardi 7 mai, il y avait donc le conseil politique de cette formation politique ivoirienne qui se tenait donc au Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody à Abidjan. Comment se porte aujourd'hui l'Alliance des Ofotistes 4 mois après le congrès du 26 janvier dernier? Il faut le dire tout de suite, 4 mois après le congrès du 26 janvier, le RHDP se porte mieux. On peut le dire avec les élections locales qui se sont passées dernièrement. Et quand ça, c'était avant le, voilà, c'était bien avant janvier. Le 26 janvier. Disons, quand on regarde un peu la cartographie, on se rend compte à première vue que c'est la première force politique du pays actuellement, avec le contexte qu'on connaît, c'est la première force politique du pays en ce terme. Première force politique, voilà. De façon réaliste ou en jouant sur les chiffres qui sont sortis des urnes, enfin, qui ont été proclamés par la commission électorale. Tout à fait, par la commission électorale. On regarde juste de façon scientifique, on regarde les résultats qui ont été proclamés par la commission électorale indépendante et en se basant sur ces chiffres, en se basant sur ces résultats, on considère que c'est la première force politique en ce moment en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, il faut tenir compte du contexte puisqu'il y a le FPI version Gbagbo, voilà, qui n'a pas pris part à ces élections. D'accord. Voilà, je sais qu'on en parlera peut-être. Oui, certainement dans la troisième partie donc, de notre émission. C'est d'ailleurs le troisième sujet, même s'il va s'apesantir sur la fête de la liberté dans sa version séparée pour 2019. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, que le parti unifié est devenu une réalité aujourd'hui au sein du RHDP? Quand on voit avec tout ce que l'on sait, il y a encore des cadres du parti qui s'attachent à la coloration de leurs anciennes formations politiques. Certaines se revendiquent toujours PDC et RDA, même si on parle de PDC Renaissance. Donc on parle de PDC Renouveau. À l'UDPCI également, on estime toujours qu'il y a une sorte d'autonomie qu'on est en droit de revendiquer. Comment est-ce que vous percevez cela? Parler de réalité, il faut dire qu'au plan juridique, c'est une réalité. Puisque le parti est constitué, le parti unifié est juridiquement constitué, ils ont fait leur congrès. Donc, de ce point de vue, c'est une réalité. Mais quant au fonctionnement interne de ce parti, il faut dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Il était question, lorsqu'on a écouté le porte-parole, disons second du RHDP, M. Mamadou Touré, il a dit comme ça qu'à partir du 26 janvier, il ne sera plus question sinon il n'aura plus de RDR, il n'aura plus de PDCI, de IDPCI, et j'en passe. Mais la réalité est tout autre. Parce que lorsqu'on parle de parti unifié, on se rend compte que c'est un tout. Mais là, en réalité, ce n'est pas un tout. C'est un assemblage de partis ou de micro-partis qui composent en ce moment le RHDP et chacun défend quelque peu son territoire et son identité. On ne peut pas comprendre qu'on se dit RHDP et en même temps on se réclame du PDCI.
même si on ajoute Renaissance. Ou Renouveau. Ou Renouveau, voilà. On est RHDP ou on ne l'est pas. Il y a un manque de cohérence quelque part. Il y a un manque de cohérence quelque part. Je pense que le parti qui réussit un peu ce jeu, c'est le RDR, qui ne se réclame plus RDR, mais plutôt les cadres du RDR se réclament plutôt du RHDP. Donc au niveau du RDR ou des anciens cadres du RDR, ils ne se réclament plus du RDR, mais plutôt du RHDP. Ils parlent en termes de RHDP. Ce n'est pas le cas pour les cadres du PDCI, ce n'est pas le cas pour les cas de l'IDPCI, ce n'est pas le cas pour les cas de... Bon, je m'arrête là, ce sont les trois grands partis. C'est vrai qu'il y a MFA, il y a PIT, il y a... quel autre parti encore Enfin, il y en a, il y a le parti Concorde et tout voilà, ça. Concorde et tout ça. Est-ce que vous avez l'impression que ces cadres des autres formations politiques autres que le RDR ont quelque part la main forcée pour intégrer le RHDP, un peu comme s'ils étaient là comme des figurants pour légitimer une sorte de bricolage politique qui ne tient pas vraiment finalement, puisque plus de 4 mois après le fameux congrès du 26 janvier, on en est toujours à parler de PDCI Renaissance. Je suis PDCI avec toujours des uniformes à l'effigie du parti septuagénaire. Je pense que la question revient toujours, ce reproche est fait, je pense qu'au cas du RHDP, qui s'en défendent d'ailleurs, les ex-cas du RDR, bon, qui sont, disons, au devant de la scène, disent qu'on ne peut pas forcer, c'est insulter l'intelligence de ces personnalités-là en disant qu'ils sont soit achetés ou forcés. Selon eux, ces personnes-là viennent de façon naturelle. Et c'est leur propre volonté, c'est le projet présenté par le RHDP qui les attire, mais pas qu'on les force. Ils viennent de façon naturelle, voilà. Mais alors, qu'est-ce qui les empêche de se débarrasser de leur statut de militants des autres partis desquels ils étaient membres avant d'intégrer le RHDP? Oui, mais ça, je pense qu'on peut le deviner aisément. Hein. Vous savez, c'est pourquoi je dis le RHDP, en son état actuel, n'est pas encore le parti unifié qu'on entend. Parce donc l'unification n'est pas encore une réalité au RHDP. Pas encore une réalité a posteriori. A posteriori, c'est pas une réalité parce que, en fait, ceux qui se réclament du RHDP, disons du PDCI Renaissance ou de l'UDPCI, c'est une guerre de positionnement qui commence. C'est une guerre de positionnement puisque il aura un congrès certainement selon ce qu'on a, ce que on dit les cadres du RHDP. Il aura surtout le président du RHDP actuel qui est le président de la République. Il aura un congrès ou une convention qui va désigner le candidat du RHDP pour la présidentielle de 2020. Et là, il aura peut-être différents candidats. S'il y a par exemple Amadou Gon qui est issu du RDR qui se présente, s'il y a, et qui semble être le mieux placé dans la bien sûr, dans la liste des candidats s'il y a pour succéder à Ouattara. Duncan qu'on voyait comme potentiel dauphin parce qu'étant vice-président, voilà, qui se positionne, il est issu du PDCI. Et donc, si les deux, donc on ajoute aussi Mabry aussi qui a des ambitions, on peut dire présidentialistes. Oui, donc, qui ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, qui ne date pas d'aujourd'hui. Et lorsqu'il va se présenter, il aura de sa base pour le soutenir. Duncan aura d'une base du PDCI pour le soutenir et Amadou Gon Coulibaly aura également besoin de la base du RDR pour le soutenir. Et donc, il y a une guerre de positionnement qui se profile à l'horizon, mais qui ne dit pas son nom aujourd'hui. En même temps, l'image que veut laisser entrevoir ou veut faire voir les cas du RHDP, c'est de montrer à l'opinion nationale et internationale que le RHDP est constitué de toutes les forces vives de la nation, où tous les grands partis sont réunis. Et donc, c'est une sorte de leurre qu'on est en train d'entretenir savamment pour dire qu'il y a le PDCI. Voilà, il y a le PDCI. On n'a pas encore réussi le pari de l'unification des forces. Effectivement. Mais il faut dire qu'à ce niveau, le RHDP marque de gros coups parce que comparativement au LMP de M. Gbagbo, en 2010,
Il avait aussi réussi ce pari de fédérer un peu tous les partis, ou bien plusieurs partis. Beaucoup de partis politiques, mais c'était des seconds couteaux. Voilà. Pas de plus significatifs, voilà, vous le dites, des seconds couteaux. Mais là, avec le RHDP, c'est pas des seconds couteaux. Quand on prend le ministre du Conseil économique et social, Charles-Tibi Kofi, voilà, Charles-Tibi Kofi, qui était déjà vice-président au niveau du PDCI, quand on prend Duncan lui-même, qui est le vice-président. Mais je veux dire, en dehors disons, du statut ou de ces personnalités-là, fondamentalement, elles n'ont pas de base. Quand on parle du PDCI Renaissance, il n'y a pas vraiment, visiblement, une base. Oui, mais je veux dire que quand on prend Charles-Tibi Kofi, par exemple, c'est quelqu'un qui est très influent dans sa région. La Marawi, il est très très influent et il a une bonne base. Maintenant, la question est à savoir, est-ce que cette base va le suivre? Prête à le suivre justement dans son aventure au RHDP. On va rapidement, en une minute, tabler sur les risques d'implosion. En une minute, au RHDP, on le disait tout à l'heure, pour succéder à Ouattara, il y a déjà des personnalités qui se dégagent. On a Amadou Gon qui est pratiquement, dont l'image est vendue dans pratiquement tous les meetings politiques du RHDP. Daniel Kadlandekon qui semble être quelque peu écarté. On a en même temps Mabri Touakese qui, c'est clair, nourrit des ambitions, n'a pas encore renoncé donc à ses ambitions présidentielles. Est-ce qu'il y a un risque d'implosion au sein du RHDP avant octobre 2020? Oh, je ne crois pas. Je ne pense pas qu'il y ait un risque d'implosion. L'implosion peut venir après, à condition que le RHDP perde le pouvoir. Si le RHDP perd le pouvoir, c'est sûr qu'il aura. Mais qui pourrait être candidat en 2020? Ou bien Alassane Ouattara là? Bon, je pense c'est une analyse. Voilà, je pense que le président de la République n'ira pas. C'est vrai qu'actuellement, il entretient un peu le doute, le flou, mais je pense que foncièrement, il n'ira pas pour un troisième mandat. Et selon la lettre du continent, qui est un bi-hebdomadaire français, qui est très souvent dans les secrets des dieux, on peut le dire comme ça, c'est Amadou Gon Coulibaly, le cheval sur lequel on mise le président de la République. Oui, c'est clair, même si cela est très mal perçu du côté donc des PDCistes qui ont choisi de suivre le RHDP dans son aventure. Alors on en vient au second thème de notre émission, la tournée ou les tournées de Guillaume Soro dans le septentrion de la Côte d'Ivoire. Depuis pratiquement son éviction du perchoir du Parlement ivoirien, Guillaume Soro est constamment en tournée dans les localités du nord du pays. Il semble que l'ex-président de l'Assemblée nationale soit en train de chercher à conquérir une part importante de l'électorat du RDR. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, bien sûr. Je pense que Soro Guillaume l'a très bien compris, mais il faut commencer au moins, disons, il faut commencer par l'historique. Faire une petite historique de la démarche de Soro Guillaume. Voici un monsieur qui très jeune déjà, qui très jeune déjà est devenu ministre. Je pense qu'il était encore dans la trentaine. Ministre de la Communication en 2003. Voilà. Ensuite, il devient Premier ministre. Ensuite encore, je crois, oui, c'est sa Premier ministre. Et ensuite, président de l'Assemblée nationale. Il se dit tout de suite, avec tout ce sacrifice qu'il a fait, tout ce combat qu'il a mené, d'abord à commencer par la rébellion, ensuite dans la crise post-électorale, il se voyait déjà comme le dauphin constitutionnel. Et à l'époque, dans l'ancienne, disons dans l'ancienne constitution, dans la constitution de 2000, le président de l'Assemblée nationale était le dauphin constitutionnel. C'est-à-dire lorsque le président n'est pas là, ou le président démissionne, ou est dans l'incapacité d'exercer, c'est le président de l'Assemblée nationale qui le succède. Et là, il y a une nouvelle constitution qui arrive, qui est initiée par le président de la République et qui ne fait plus du président de l'Assemblée nationale le dauphin constitutionnel, puisqu'il y a un vice-président qui est établi. Et donc là, Soro se voit comme écarté de la gestion du pouvoir.
Et en même temps, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a maintenant deux chambres, il y a le Parlement et le Sénat. Et il se voit fragilisé. C'est à partir de ce moment, il se rend compte que il est en train d'être écarté du pouvoir, de ses ambitions. Alors qu'il se voyait président d'ici peut-être quelques années, et là il se rend compte qu'il n'est plus dans les plans dans la salle de Ouattara. Et il y a Amadou Gon Coulibaly qui est positionné, il y a Ahmed Bakayoko qui est positionné. Et donc là, il se rend compte qu'il faut qu'il mène sa lutte, il faut qu'il crée son chemin. Alors tout cela qui va sans doute expliquer le divorce de février 2019 qui a conduit donc à la démission de Guillaume Soro de l'Assemblée nationale, de la présidence de l'Assemblée nationale, puisqu'il demeure député de Ferkessé-Dougou. Alors, est-ce que Soro Guillaume aujourd'hui a des chances? Est-ce qu'il a des chances de se faire une place dans l'électorat au nord de la Côte d'Ivoire? Voilà. Donc je continue sur la démarche de Soro Guillaume, et il se dit que mais pour être présidentiable en Côte d'Ivoire, ou pour aller à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire et avoir les chances de la gagner, il faut avoir une base. Alors il a commencé à se constituer une base intellectuelle, qui, avec ses anciens camarades de la FECI. Si puissant, parmi les cadres du RDR. Mais il s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. C'est vrai, tu peux avoir l'intelligence, il y a peut-être au niveau du pays, ou bien au niveau du RDR, ou au niveau de au niveau des anciens membres de la FECI, qui seront aussi des relais auprès des jeunes, qui vont également recruter, voilà, pour Soro Guillaume. Et là, il se rend compte que ce n'est pas suffisant. Puisque quand tu prends M. Alassane Ouattara, il a sa base, il a une base régionaliste, c'est-à-dire le nord. Quand on prend M. Bédier, il a une base régionaliste, c'est-à-dire le centre et le sud. Quand on prend M. Gbagbo, il a une base régionaliste, c'est-à-dire l'ouest, et puis le sud également, avec dans la région le centre-ouest, le centre-ouest, et une partie du sud. Et une partie du sud. Tout à fait. Voilà. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il dit, ben, il faudrait que j'aille à la conquête de ma région, qui est le nord. Et ce nord a été dirigé par Soro Guillaume, on peut le dire ainsi, pendant 8 années en tant que président du Nord. De facto. Voilà, de facto, voilà, puisque le pays était divisé de fait en Et est-ce que tout cela, selon vous, lui octroie justement des chances réelles de s'imposer au nord du pays aujourd'hui? C'est difficile de le dire à l'heure actuelle, c'est difficile de le dire, mais il faut dire qu'il a déjà une certaine popularité avec Dougou, voilà, sa région d'origine, puisqu'il a, lors de sa première législature, je pense qu'il a obtenu 100%. Donc il a été plébiscité. Il a été plébiscité et encore là, il a été reconduit en tant que député. Donc dans sa région de Ferkessé-Dougou, il a déjà une certaine notoriété, il a déjà une certaine popularité. Et là, il va à la conquête des autres villes du Nord. C'est sûr que je ne peux pas dire qu'il va ravir l'électorat du RDR, mais il va grignoter quelques voix dans ces zones. D'accord. Quand vous regardez les avancées de Guillaume Soro dans ses différentes tournées dans les localités du nord du pays, est-ce qu'on peut avoir l'impression que Soro Guillaume, finalement, est le talon d'Achille de Ouattara, l'erreur que Ouattara n'aurait pas dû faire en se débarrassant de lui de cette façon-là? Bon, parce que visiblement, pour fragiliser Ouattara au nord, il n'y avait pas mieux, il n'y avait pas meilleur pion que Guillaume Soro. Bien, tout à fait, tout à fait. Puisque Soro Guillaume a pour lui, disons, c'est vrai que son passé, ça peut être une force comme une faiblesse, hein. Son passé à la tête de la rébellion disons, peut-être perçu comme une erreur dans la conduite de sa vie et de sa vie personnelle.
Ce qui est quand même légitimé voilà, par la population du Nord. Voilà, légitimé par la population. Nord, en tout cas, voilà. ça ne pose pas vraiment problème. Mais il faut dire que Soro a réussi sa rébellion, hein, puisque c'est lui qui était au devant au Nord, parce qu'il faisait l'apologie de Ouattara. Il a dit qu'il était là non seulement pour redonner dignité au peuple du Nord, pour permettre disons, à Ouattara aussi d'être candidat à l'élection présidentielle, parce que voilà, il était quand même spolié de ses droits en la matière. Et donc, la population a pris fait et cause pour la rébellion parce que Soro Dione menait une bataille pour, disons, M. Ouattara. Ça, c'est ce qui est clair. Et maintenant qu'il y a divorce, est-ce que les mêmes populations vont suivre Soro ou vont rester fidèles à Ouattara? Pour ma part, je pense que les populations vont en majorité rester fidèles à Ouattara. C'est bien c'est vrai qu'il ne sera pas candidat, il n'ira pas pour un troisième candidat, mais c'est ce qu'il va donner de lui-même pour la campagne. Celui qui va choisir comme dauphin constitutionnel, il ira battre campagne pour lui partout où il peut y aller. Et donc là, au niveau du Nord, ça sera un peu difficile pour Soro Dione. Et donc, fondamentalement, on ne peut pas dire que Soro est le talon d'Achille de Ouattara. Mais quand même, c'est une pète, c'est une grosse pète. Il faut l'avouer, c'est une grosse pète. Parce que Soro avec Ouattara, la machine est encore plus redoutable. Mais Soro, disons, Ouattara sans Soro, c'est ça, Ouattara sans Soro. Ça peut être un handicap, voilà, ça peut être un handicap. L'actuel dirigeant du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. On en vient rapidement au troisième et dernier sujet de notre plateau. On part donc des éditions séparées de la fête de la liberté au sein du Front populaire ivoirien pour 2019. Quel regard peut-on donc jeter sur l'organisation de ces différentes éditions-là sur fond de crise de leadership entre Laurent Gbagbo et Pascal Affi-N'Guessan? Rapidement. C'est la suite de la guéguerre entre Laurent Gbagbo et on peut dire... Ils sont désormais rivaux. Voilà, ils sont désormais, on peut dire, adversaires politiques. Mais il faut dire que c'est dommage, c'est vraiment dommage pour le FPI, ce parti qui était devenu un grand parti jusqu'en 2010, et voir que ce même parti est devenu de façon... est géré de façon, disons, qui a deux têtes, voilà, conflictuelle, avec deux têtes. Les deux éditions séparées de la Fête de la Liberté viennent consacrer cette division du FPI. Et le FPI pro, Gbagbo, a fait sa fête à Dwekwe, je crois. Oui, tout à fait. Oui, oui, à Dwekwe. Et là, il y a eu effectivement du monde, comme il fallait s'y attendre, avec l'ex-première dame, Madame Gbagbo, qui a passé un message fort. Et Affi, de son côté, a choisi le peuple atié, voilà, pour également mobiliser. Mais il y a eu du monde des deux côtés. Il y a eu du monde des deux côtés. Voilà. Que de l'autre côté, du coup, c'était beaucoup plus important. Voilà, c'était plus important. Mais Affi aussi, on s'en doutait un peu. On se disait, mais puisqu'il est allé de façon frontale, il a attaqué de façon frontale Gbagbo, on se disait que voilà, avec les défections qu'il y a eu dans son camp, on se disait qu'il ne pouvait pas mobiliser. Mais on se rend compte que là, il a drainé du monde, il a drainé assez de monde. Mais en même temps, en Côte d'Ivoire, on sait comment les hommes politiques arrivent à... Tout ça, c'est un peu compliqué. Mais en fait, parlons justement du FPI pro-Gbagbo. Moi, il y a quelque chose quand même qui me chatouille l'esprit. On parle du FPI pro-Gbagbo. C'est vrai, Madame Simone était... disons, elle conduisait pratiquement les travaux. Et pourtant... on sait tous que depuis la mort de Sangaré, la gestion concrète ou pratique du FPI a été confiée non pas à celle qui était en droit de le faire, je veux dire Madame Gbagbo, en tant que deuxième vice-présidente, mais à Assoadou, qui est désormais l'homme de confiance de Laurent Gbagbo, ce qui est une forme de désaveu. Simone prend le devant des choses, Laurent Gbagbo ne se prononce pas vraiment. Est-ce que même à ce niveau-là, on peut percevoir un risque de friction entre, peut-être en fonction de l'évolution des choses, entre
d'un côté Madame Gbagbo, enfin Madame Simone Gbagbo, parce qu'il y a l'autre côté aussi là-bas, Madame Nadi Bomba, et en même temps le FPI pour Gbagbo version Assoadou qui sera obligé peut-être à un certain moment de dire bon, moi je suis obligé d'obéir aux ordres de notre mentor à tous, Laurent Gbagbo. C'est mon que devient Simone qui est ouvertement désavoué par son époux. Il faut dire que on a assisté vraiment à cela. Et même encore pire, c'est que lors de cette fête-là, à l'Ouest, je pense qu'il y a eu un problème de photo. C'est-à-dire, il y a un groupe qui a voulu que ce soit la photo de Madame Gbagbo qui soit aux côtés de celle de son époux. Et les autres ont voulu que ce soit la photo d'Assoadou qui soit à la place de la photo de Madame Gbagbo. Voilà. Et il y a eu une bagarre même à la suite. Et c'est pour dire que le mal est profond. Mais moi, de mon point de vue, Laurent Gbagbo a les clés pour réunir le FPI. Mais est-ce que la volonté y est? Voilà, il a les clés pour réunir le FPI. Parce que en 2020, c'est sûr, jusque-là, ils ont boycotté toutes les élections. Mais je me dis, Madame Gbagbo est aussi dans une guerre de positionnement. C'est sûr qu'elle se dit, 2020, c'est pas sûr que voilà, M. Gbagbo, son époux, soit en Côte d'Ivoire. Et là, il faudrait que le FPI aille aux élections avec un candidat. Quel pourrait être ce candidat? Mais c'est bien Madame Gbagbo, c'est sûr qu'elle ira, puisqu'actuellement elle se positionne. Dans la direction du parti. Ça ne sera certainement pas la frange Assoadou et Laurent Gbagbo pas forcément, compagnie. Pas forcément. C'est clair, en ce moment-là encore, le FPI est encore en train de se subdiviser peut-être en 3 partis. Ça sera peut-être inévitable, mais c'est pourquoi je dis Laurent Gbagbo a toutes les clés de la réunification. Si aujourd'hui, il accepte de recevoir M. Afinguessan, il accepte de recevoir Mme Gbagbo, et ensemble, c'est-à-dire les 3, bon, je ne sais pas si elle peut voyager en ce moment, mais si les 3 s'asseyent ensemble, y compris M. Assoadou également, si les 4 s'asseyent ensemble et ils discutent, je pense qu'ils peuvent s'entendre. Gbagbo actuellement, il est encore populaire. Sa cote de popularité n'a pas fondamentalement baissé. Et je pense que s'il réussit à rassembler toutes ses énergies, voilà, le parti peut redevenir encore très très fort. Mais dans tous les cas, il y a, à part le FPI AFI, en 2020, c'est sûr que si Laurent Gbagbo n'y va pas, c'est sûr que sa femme ira. Dans quelles conditions, on aura l'occasion de revenir là-dessus, peut-être dans quelques mois, le temps de mieux apprécier l'évolution des choses. En tout cas, Pierre Kwame, merci beaucoup pour ta contribution à cette émission. Merci pour tes analyses qui ont été pertinentes. Merci aussi également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le Presse Club pour ce dimanche 12 mai, c'est terminé. Je rappelle que nous étions en compagnie de Pierre Kwame, que vous devez donc vous habituer à voir sur ce plateau, qui sera très souvent là pour nous entretenir sur des thèmes brûlants de l'actualité politique en Côte d'Ivoire et pourquoi pas à l'étranger. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.